Au cours des derniers mois et dernières années, plusieurs banques ont fait faillite. Parallèlement, de nombreuses personnes ont accumulé beaucoup d'argent sur leur compte. Cet argent aurait disparu s'il n'y avait pas la garantie des dépôts. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons aborder ce qui se passe quand une banque fait faillite, sur le fonctionnement de la garantie des dépôts et en plus, sur la protection de vos titres et valeurs mobilières. En effet, on entend souvent parler d'une garantie limitée seulement à 20 000 € pour ces derniers. Nous allons examiner de plus près ce qui se cache derrière ce chiffre. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et prenez une tasse de café pour vous réchauffer les mains car nous allons bien nous amuser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des faillites bancaires. À chaque fois qu'une banque vacille, qu'elle est reprise ou qu'elle fait directement faillite, cela fait généralement de très grosses vagues dans la presse. C'est ce qui s'est passé ces derniers mois et ces dernières années. Par exemple, avec le rachat forcé de Crédit Suisse par son rival UBS ou avec la faillite de la Silicon Valley, de la First Republic Bank et plusieurs autres banques régionales américaines. En réalité, les faillites bancaires ne sont pas si rares, mais il y a aussi beaucoup de petites banques qui font faillite sans que cela ne fasse beaucoup de bruit dans les médias. Le mécanisme qui conduit à la faillite bancaire est dans la plupart des cas assez similaire. En règle générale, tout commence par une perte de confiance. Les causes de cette perte de confiance peuvent être de nature diverse. De nombreux clients veulent alors récupérer leur argent. Et la banque se trouve très rapidement confrontée à des problèmes de liquidité, car elle ne peut pas se procurer cet argent assez rapidement. Par exemple, parce qu'elle a investi à long terme. Ce problème de liquidité entraîne un cercle vicieux. Encore plus de clients veulent accéder à leur avoir. Même une banque très solide ne peut généralement pas suivre une panique bancaire. Elle doit alors être reprise de force, soit par un concurrent à prix bas, soit, si elle est systémique, par l'État qui la soutienne ou la rachète. Les facteurs déclencheurs de ce cercle vicieux peuvent être multiples. Dans le cas de la First Republic Bank, ce sont principalement les mauvais résultats financiers qui ont sapé la confiance et incité les clients à retirer leur argent. La situation était similaire à la Silicon Valley. La banque avait accumulé des pertes importantes qui n'étaient pas encore comptabilisées dans son bilan. Elle avait reçu des dépôts à court terme de ses clients, comme ceux que vous avez sur votre compte courant, et les avait investis à long terme sur le marché obligataire. Avec la hausse des taux d'intérêt, la valeur de son portefeuille obligataire a chuté, ce qui a mis la banque sous pression jusqu'à ce que les clients perdent confiance. Mais d'autres causes sont également possibles: mauvaise gestion, sanctions, crise ou spéculation infructueuse. Cette perte de confiance ne nuit pas seulement à une seule banque. Les faillites bancaires ont un impact très négatif sur la confiance dans l'ensemble du secteur bancaire. Il faut à tout prix éviter les effets dominos, c'est-à-dire qu'une faillite entraîne une perte de confiance générale et que les clients retirent leur argent de toutes les autres banques. C'est pourquoi il existe des mécanismes de protection destinés à empêcher de telles réactions en chaîne. L'un d'entre eux est la garantie des dépôts. Il convient à distinguer deux systèmes. D'une part, la garantie légale des dépôts que nous allons aborder dans un instant, et d'autre part, la garantie volontaire des dépôts. Dans le second cas, les montants protégés sont généralement beaucoup plus élevés, mais il s'agit d'associations bancaires privées dont les fonds sont loin d'être suffisants pour couvrir tous les dépôts. Si une seule banque membre devient insolvable, le préjudice peut être compensé. Mais si plusieurs banques deviennent insolvables en même temps, il n'y a aucune chance que vos dépôts soient protégés à hauteur du montant promis. Il convient donc d'être très prudent avec cette garantie volontaire. Il existe d'autres mécanismes de protection. Il y a tout d'abord les exigences en matière de fonds propres. Vous vous souvenez certainement qu'après la crise financière, les banques ont été critiquées pour ne pas disposer de fonds propres suffisants.
Le législateur fixe désormais le montant minimum requis, ce qui limite l'effet de levier et donc le risque que les banques peuvent prendre. Deuxièmement, il y a la responsabilité au sein des groupes bancaires. Si une banque appartient à un groupe financier, elle ne peut pas simplement faire faillite seule, mais le groupe doit en assumer la responsabilité. C'est le cas par exemple des caisses d'épargne au sein du réseau des caisses d'épargne ou des banques populaires. Toutefois, cela ne protège pas contre l'insolvabilité de l'ensemble du groupe. Comme dans le cas de Greensill Bank en Allemagne, la société mère australienne a fait faillite en 2021, entraînant dans son sillage la filiale allemande, qui proposait notamment des comptes à terme avec des taux d'intérêt attractifs. Au-delà de ces mécanismes, l'État peut intervenir pour sauver une banque, mais il n'existe ni règles ni garanties à ce sujet. Cela dépend entièrement du jugement de l'État ou des responsabilités politiques. On peut toutefois retenir que plus la banque est systémique, plus il est probable que l'État intervienne. Une banque est considérée comme systémique si la faillite risquerait de provoquer une grave crise économique et financière. Dans ce cas, le dommage pour l'ensemble de l'économie nationale serait si important qu'il serait moins coûteux pour l'État d'intervenir pour stabiliser ou reprendre la banque. Contrairement à ce qu'on lit parfois dans les médias, ces sauvetages ne sont pas des cadeaux aux actionnaires. L'État prend des parts dans la banque, devient propriétaire et pour revendre ses parts plus tard, parfois même avec profit quand la situation s'améliore. Mais si une banque n'est pas systémique, trop petite et que les autres mécanismes de protection échouent, que se passe-t-il? C'est alors la garantie légale des dépôts qui entre en jeu. Regardons cela de plus près. Qu'est-ce qu'un dépôt bancaire? Il s'agit de votre solde sur le compte courant, livret journalier, compte à terme. En réalité, il s'agit d'un crédit non garanti que vous accordez à la banque. Si la banque fait faillite, il y a de fortes chances que vous perdiez votre argent. Vous n'êtes pas propriétaire de cet argent. Vous avez simplement le droit de le retirer. En cas d'insolvabilité, vous êtes un créancier ordinaire dans la procédure d'insolvabilité. Et ce que vous récupérez dépend de la masse disponible. C'est différent pour un coffre-fort. Cette analogie est importante. Avec un coffre, vous avez seulement un contrat de location qui reste valable même en cas d'insolvabilité. Ce qui se trouve à l'intérieur reste votre propriété et n'entre pas dans la masse d'insolvabilité. Pour éviter que tout le monde panique à l'idée de perdre son argent, il existe la garantie légale des dépôts. Il couvre les dépôts à vue, compte courant, livret journalier, compte à terme, jusqu'à 100 000 € par client et par banque. Jusqu'à ce montant, vous n'avez pas à vous inquiéter de la solvabilité de votre banque. Cette garantie s'applique dans toute l'Union européenne. C'est une règle européenne qui fixe ce plafond de 100 000 € et chaque pays doit mettre en place son propre système. Hors de l'Union européenne, les règles sont souvent similaires. En Norvège, environ 170 000 €. Au Canada, environ 68 000 € et aux États-Unis, environ 230 000 €. Maintenant que nous savons comment fonctionne la garantie des dépôts, examinons le pire scénario. Que se passe-t-il lorsqu'une banque devient effectivement insolvable? Cela conduit-il à une anarchie totale? Non, il existe un plan clair. L'objectif est que vous récupériez votre argent le plus rapidement possible, au plus tard dans les 7 jours ouvrables suivant la constatation par la BaFin en Allemagne et la FGDR en France que la banque n'est plus à mesure de rembourser ses clients. Au plus tard 7 jours après cette constatation, vous devez disposer d'un montant maximal de 100 000 € par client. Dans l'idéal, le fonds de garantie vous contactera directement pour vous expliquer la procédure. Dans certains cas exceptionnels, par exemple, si vous venez de signer un crédit immobilier et que le prix d'achat est encore sur votre compte, vous pouvez être indemnisé jusqu'à 500 000 €. Passons maintenant à un sujet souvent confondu avec la garantie des dépôts, la protection des titres et la valeur mobilière.
par exemple comme actions, ETF et autres. Il est important de faire la distinction entre les deux. Pour rappel, les dépôts à vue sont des crédits non garantis accordés à la banque, agents sur des comptes courants, livrets d'épargne. En revanche, lorsqu'une banque gère votre compte titre, les titres qu'ils contiennent, actions, ETF, vous appartiennent. Ils sont comparables au contenu d'un coffre-fort. Ils n'apparaissent pas dans le bilan de la banque et ne font pas partie de la masse d'insolvabilité. Vous disposez d'un droit de restitution. Vous pouvez exiger que vos titres vous soient restitués. Dans la pratique, cela signifie le transfert de votre compte titre vers une autre banque. Il en va de même pour les ETF. Les actifs sous-jacents sont un patrimoine spécial, séparé du bilan de l'émetteur. Vous ne subissez donc aucune perte en cas de faillite de l'émetteur. Veuillez toutefois noter que certains produits, comme par exemple ETC, ETN, ne sont pas des fonds spéciaux et comportent un risque de contrepartie. Vous pouvez facilement vérifier si votre ETF est un fonds spécial en consultant son nom UCITS ou similaire. En résumé, les titres sont beaucoup plus sûrs que les dépôts à vue, car ils sont séparés du bilan de la banque ou de l'émetteur. Aucune garantie de type 100 000 € n'est donc nécessaire. Il existe toutefois un risque théorique. Des activités criminelles, détournements, transferts illégaux et autres, cela serait comparable à un cambriolage de votre coffre-fort. Dans la pratique, ce risque est toutefois très faible, car les titres sont numériques et traçables, et toute transaction frauduleuse pourrait être annulée. Mais, imaginons le pire scénario. Si vos titres sont perdus à la suite d'actes criminels, vous êtes protégé par la loi à hauteur de 90% du dommage avec un plafond de 20 000 €. C'est de là que vient ce chiffre souvent cité. Je ne souhaite pas susciter la panique, mais seulement clarifier un point. Certains articles publiés sur Internet affirment que les titres sont moins sûrs que l'argent déposé sur un compte, car ils ne sont garantis qu'à hauteur de 20 000 € au lieu de 100 000 €. Mais c'est comme comparer des pommes à des bananes. L'argent sur le compte fait partie du bilan de la banque. Il lui appartient. Vous êtes créancier et n'est garanti qu'à hauteur de 100 000 €. Vos titres, en revanche, ne font pas partie du bilan. Ils vous appartiennent et vous disposez d'un droit de restitution. C'est tout pour ce qui est des faillites bancaires. En résumé, si vous disposez de plus de 100 000 €, ne laissez pas tout sur des comptes, compte courant, livret d'épargne, compte à terme. Tout ce qui dépasse 100 000 € représente un risque réel qui n'est généralement pas rémunéré de manière appropriée. Vos titres, en revanche, sont sûrs, fonds spéciaux, pas de plafond. Si vous disposez de plus de 100 000 € de liquidité, vous devriez envisager d'investir dans des titres ou de repartir vos dépôts entre plusieurs banques, mais pas entre deux filiales du même groupe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas de nous laisser un pouce bleu et de nous dire en commentaire si vous avez déjà vécu la faillite d'une banque. Si vous avez des questions spécifiques à ce sujet, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne. Nous publions régulièrement de nouvelles vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé.